Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mes petits kikis, aujourd'hui on va pas parler de comics, on va parler de manga. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne déjà depuis quelques années, vous savez que de temps à autre, je m'autorise un petit écart de conduite vers de la BD, un petit écart de conduite vers du manga, Kingdom, etc. etc. Mais les plus vieux de mes abonnés, ou alors ceux qui auront la patience de scroller dans toutes les vidéos que j'ai fait, vous pourrez retrouver une vidéo que j'avais fait avec un autre youtubeur à l'époque concernant Dragon Quest, la quête de Dai. Dragon Quest, au sens large du terme en tant que licence, c'est vraiment un truc que j'adore, vraiment les jeux vidéo. J'ai pas tout fait, attention, hein, mais j'adore vraiment cet univers, cette ambiance. Dans les mangas, c'est pareil, j'aime beaucoup ça. J'avais essayé Emblem of Roto à une époque. Franchement, j'avais pas accroché. Mais la quête de Dai, moi je l'ai connue quand ça s'appelait Fly, aux éditions J'ai lu. J'ai encore tous les mangas ici. C'est absolument génial et c'est vraiment un manga pour moi qui est extrêmement important. C'est pas au-dessus de Dragon Ball, parce que sinon je sais pertinemment que je vais peut-être avoir des pièges qui vont être tendus par des amis, peut-être des embuscades, on voudra peut-être me casser mes petites pattes arrière si je dis que je préfère ça à Dragon Ball, mais en toute honnêteté, ouais, je crois que je préfère ça à Dragon Ball, hein. Vraiment, c'est ce qui m'a en tout cas apporté le plus d'émotion, notamment parce que à l'époque, je le partageais avec quelques copains, un copain en particulier, et que j'adorais complètement en fait cette licence, et qu'on avait aussi avec ce pote ce petit côté où on achetait en fait notre tome en fait du moment, on le lisait, on le relisait, on faisait des spéculations, on faisait des théories sur ce qui allait se passer, etc., etc. Et j'en garde un souvenir absolument mémorable en fait de cette époque. Pour la petite histoire, bien des années plus tard, quand j'ai eu des enfants et que au moment du CP, l'aîné de mes deux fils a commencé à lire, il s'agit un petit peu de faire travailler la lecture en fait à ses enfants, j'ai commencé par lui faire lire la quête de Dai. Oui, oui, je force, mais ça a marché, puisque assez rapidement il s'est pris au jeu et il a lu l'intégralité de tous les tomes en fait de la quête de Dai. Il est tombé complètement amoureux de cette série, complètement amoureux en fait des mangas et puis tout simplement de la lecture au sens large. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'il est devenu, lui aussi à son tour, un lecteur chevronné. Il aime passionnément la lecture. Donc c'est aussi une petite raison supplémentaire qui fait que Dragon Quest, la quête de Dai, j'adore ça. Et moi, pendant des années, à la fin en fait de ce manga, j'étais vraiment en fait resté sur ma fin. Parce que c'est une fin qui est assez ouverte et qui potentiellement peut appeler une suite. Il peut y avoir autre chose, et j'espérais vraiment que Riku Sanjo et Koji Inada allaient s'y coller et qu'on aurait peut-être à un moment donné la suite des aventures de Dai, de Pop, etc. Bon, bah ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Je sais même pas s'il y a eu un projet autour de ça, mais en tout cas, moi je suis resté sur ma fin, et puis j'ai pas eu de nouvelles aventures. Il y a déjà plusieurs mois, j'avais su en fait qu'il y avait eu un nouvel animé qui était fait, un animé qui reprenait l'histoire complète de Dai, mais refait, pas comme le vieil animé d'il y a une trentaine d'années. J'en ai regardé grosso modo une vingtaine d'épisodes avec mes enfants. Là on a recommencé du début parce qu'on a réussi enfin à les trouver tous les épisodes, les 100 épisodes en VF, donc là ça y est, on est parti. On fonce tout droit, mon pote. On va aller jusqu'au bout, on va se faire les 100 épisodes tous ensemble. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder cette série qui est mémorable. C'est absolument génial. Ça respecte, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, magnifiquement bien le matériel d'origine. Et les combats sont splendides. L'animation est grandiose. Enfin, t'en prends, mais plein la gueule. Moi, je prends mon pied, mais comme Jaja. Hein, vraiment, gros kiff. Mais en ce qui concerne les mangas, j'étais un petit peu resté sur ma faim. Il y a plusieurs mois de ça, j'entends qu'il y a un projet au Japon mené par le scénariste emblématique de la quête de Dai, Riku Sanjo, avec un autre dessinateur qui s'appelle Yusaku Shibata, et leur ambition c'est tout simplement en fait de faire un préquel à Dragon Quest, la quête de Dai, et tout simplement pour parler du héros de cette époque-là, du premier héros de Maître Avan, le maître de Dai, celui qui lui a tout appris. Couper la terre, couper la mer. Bon, après, il y a eu un break. Il y a eu un moment donné, le côté disciple, tout ça, il a dû partir de son côté Avan. C'était un peu compliqué.
Je vous laisse le découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Mais là, tu vas t'intéresser, en fait, à son histoire, à comment il a combattu, en fait, Adlar, avec ses amis, etc., etc. Donc tu te doutes, mon bon ami, que moi ça fait 30 ans que j'attends un autre manga Dragon Quest. Ça peut être ce que ça veut. Ça peut raconter ce que tu veux. C'est du Day One. C'est du Day One. Voilà. Je l'ai lu. Je l'ai acheté, je l'ai lu direct et j'ai passé un excellent moment. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire un petit délire. Je vais vous donner mon avis en fait et puis les enjeux qu'il peut y avoir autour de cette histoire, mes craintes, mes attentes. Et puis après, si vous êtes d'accord, attention, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le choix, parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas me répondre. Mais après, on passera vite fait en partie spoil, parce qu'il y a 2-3 trucs que je vais vous spoiler, 2-3 trucs qui sont vraiment intéressants et qui permettent en fait d'en savoir un petit peu plus sur la construction et peut-être le chemin que va emprunter Riku Sanjo dans ce préquel. Vraiment, c'est ultra classique. Je vous conseille véritablement d'avoir lu la quête de Dai avant de partir sur le préquel. Je pense que sincèrement c'est mieux parce qu'il y a certainement, sans trop en dévoiler sur la partie spoil, il y a des easter eggs en fait qui vont passer, voilà, vous n'allez pas forcément les voir, mais ça vous empêchera même pas en fait de profiter de l'histoire, pour être tout à fait honnête. Mais c'est quand même mieux à mon avis d'avoir lu la quête de Dai avant. Encore que, ça ce sera peut-être à vous de me le dire. Vous pouvez très bien aller sur ça en premier lieu. J'ai trouvé que c'était un premier tome extrêmement classique. Pour un premier tome, mes attentes ne sont pas forcément à leur paroxysme. Je me dis, calmons-nous. Riku Sanjo, faut qu'il chauffe un petit peu. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas écrit du Dragon Quest. Je te laisse te réinstaller dans tes petits chaussons, mon petit Riku. Tranquillou. Voilà, il prend son temps, mais dans ce premier tome, il se passe quand même tout un tas de trucs, et c'est vraiment très bien. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que le point de départ, et les premiers chapitres, en fait, que vous allez découvrir dans cette histoire autour du héros Avan, c'est vraiment des morceaux qu'on a pu revoir vraiment d'une manière exacte. C'est exactement la même chose que quand on a pu avoir des flashbacks dans la quête de Dai. Donc ça respecte vraiment le matériel d'origine et c'est vraiment le point de départ de cette histoire-là. Donc on a Adlar, le seigneur du mal, qui commence à arriver, qui commence à vouloir foutre la merde dans le royaume où il y a le chevalier Avan qui est là, avec Flora, etc., avec son pote, Loka, etc., etc. Et puis c'est le début de l'histoire. Et après il va se passer tout un tas de trucs qui vont commencer à nous emmener vers ce chemin, cette quête tout simplement de Avan. On est vraiment dans la pure tradition en fait Dragon Quest, où tu vois en fait un héros qui va commencer, tu le comprends très très vite au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure même des tomes, à composer une équipe autour de lui, à gagner en expérience, à s'aguerrir tout simplement, à gagner des techniques, à peut-être aussi gagner à un moment donné du stuff, du matériel, etc. On est vraiment dans ce délire RPG extrêmement particulier mais bien fait. Moi j'aime beaucoup ça en fait dans les histoires parce que j'aime beaucoup voir des personnages qui gagnent en expérience, qui gagnent en fait des nouveaux pouvoirs, des nouvelles incantations, des pièces d'armure, des techniques, etc. Moi c'est des trucs, ça marche à merveille sur moi et on prend ce chemin classique d'un Dragon Quest mais on le prend d'une manière originale puisque c'est tout simplement l'histoire de personnages qu'on connaît mais sans forcément les connaître à fond. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que dans les premiers épisodes, les premiers pas, tu vas voir en fait aussi de quelle manière il y a des enjeux en fait autour de ça. Il y a l'histoire, mais en même temps le truc qui est assez casse-gueule avec ce préquel là, c'est que tu connais le point de départ mais tu connais la fin. Tu sais, puisque la fin en fait c'est le début de Dragon Quest, la quête de Dai, et donc tu sais que Avan va vaincre Adlar. Comment il va y arriver, par quelle péripétie il va devoir passer pour le battre, ça c'est ça que tu vas devoir découvrir, mais la finalité tu la connais. Et sur ce point précis, c'est peut-être le point le plus compliqué en fait pour intéresser les gens sur le long terme, je pense, sur ce type de préquel, parce que la finalité tu la connais. Et c'est là où Riku Sanjo, tu vois
je pense qu'il l'a bien compris, et là où il essaye en fait de mettre de l'intérêt, c'est il va essayer de faire prendre des trajectoires à son équipe auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est vraiment sur ça en fait que moi je l'attends. J'attends des rebondissements. Et ce ne sera pas forcément évident d'avoir des rebondissements dans une histoire où tu connais déjà la fin, par définition. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a un autre truc qui m'intéresse énormément, c'est que Havan, dans la quête de Dai, on sait que c'est le maître. C'est le maître qui a inventé tout un tas de techniques, qui a écrit cette espèce de gros bouquin, les arcanes d'Havan, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais avec des techniques à la lance, à l'épée, etc., etc. Et donc, au moment où tu commences en fait cette aventure, non seulement le bouquin il n'est pas écrit, mais c'est lui-même en fait un héros en formation et qui n'a pas forcément un maître en particulier, en tout cas pas à ce moment-là. Et ce sera à lui, au fur et à mesure de ses aventures, de gagner en expérience et d'écrire, de créer ses propres arcanes. C'est la grande différence qu'il peut y avoir avec Dai. Dai, finalement, il a créé des techniques aussi, mais avant toute chose, il avait une base. La base, c'était les arcanes d'Havan qui lui avaient été transmises en fait par son maître. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Le tome 2, je crois que c'est 7,29 €, c'est chez Delcourt Tonkam. Le tome 2, il doit arriver, si je dis pas de bêtises, au mois de septembre. Pour moi, on sera sur du Day One, clairement. Est-ce que je vous referai une vidéo ça dépendra sincèrement de l'accueil de celle-ci, si vous êtes chaud, si vous n'êtes pas chaud. On verra, je ne suis pas forcément fermé sur le sujet, mais en tout cas j'ai très envie en fait déjà de le lire et de vous en parler parce que c'est une série, c'est une licence qui est très importante pour moi et j'aime bien le côté un petit peu carnet de bord et j'ai bien envie quand même de vous en parler régulièrement. Si ça vous embête pas, on passe en zone spoil parce qu'il y a quand même plusieurs petits trucs que j'ai trouvé intéressants. Donc à partir de maintenant, si vous ne l'avez pas lu, on se claque de bises, on reste bons copains, et puis éventuellement vous pouvez revenir pour écouter la suite de cette émission une fois que vous avez lu ce bouquin. Alors, le premier truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant là-dedans, mais qui est un spoil, c'est que dans la quête de Dai, on savait que Havan s'est effrité contre Adlar une première fois au tout début de l'histoire, et c'est ça qui lance le premier tome, donc ça tu le retrouves, comme je vous le disais tout à l'heure, et on sait qu'il va y avoir ce combat final. Voilà. Comment ça s'est passé, on sait qu'il l'a tué avec sa technique Havan Strash, voilà, qu'il aura finalement réussi à mettre au point, mais les autres adversaires qu'il va devoir affronter au fur et à mesure en fait, de son chemin, on ne les connaît pas. Et donc c'est là où il y a vraiment un champ totalement libre, un champ d'expérimentation pour Riku Sanjo et pour Yusaku Shibata. Et on ne nous refait pas le coup stricto sensu en fait, des armées du mal. Et je pense comprendre pourquoi, parce que c'est difficile en fait aussi pour Riku Sanjo et Koji Inada et Yusaku Shibata, parce que normalement, dans la quête de Dai, quand Adlar y revient avec les armées du mal, les 6 armées du mal et les 6 généraux, c'est une version ultra améliorée des armées du mal que Havan avait dû combattre. Et donc, il faut réussir à intéresser le lecteur avec des armées du mal et des personnages dont on sait normalement qu'ils sont moins puissants qu'au début dans la quête de Dai. Je ne sais pas si je suis super clair, mais en tout cas, l'idée c'est ça, et c'est pas forcément évident. Donc on ne nous refait pas forcément le coup des généraux, mais en fait on nous explique qu'il y a 4 monstres, 4 personnages dans cette armée en fait, du Seigneur du Mal, de Adlar, qui se dégagent, et que je trouve pour le coup très intéressant, pour plusieurs raisons. On a le premier dont on se demande d'ailleurs s'il n'est pas mort à la fin. À mon avis, il n'est pas mort. Trop tôt pour mourir. On a le Néotron bien qui s'appelle Kijiro. C'est Groot. Grosso modo, il est entre Groot et Flazar. Moi, quand c'était Fly, c'était Mr. Freeze, mais je crois que c'est Flazar. Donc on a ce personnage-là, vraiment issu des arbres, les plantes, etc. etc. D'ailleurs, il prend une branlée à la fin de ce tome-là, mais bien propre, et non seulement il prend une branlée, mais en plus ça permet à Havan de réussir à comprendre, via le dieu des arts martiaux, enfin en tout cas le maître des arts martiaux, il acquiert en fait la compétence slash terre.
ce qui est d'ailleurs le même chemin initiatique que celui de Dai. Voilà. Et en plus, il va passer exactement par la même manière en fait pour l'apprendre. Il faut être ultra fatigué, et à un moment donné, tu calcules plus tes mouvements, et paf, tu réussis à faire le slash terre. Et après, ben voilà, tu l'as acquis. Et c'est le même truc. Dai, dans un premier temps, il acquiert le slash terre. Lui, la première technique qu'il met au point, c'est le slash terre. Et c'est avec ça qu'il a réussi à défoncer ce premier boss-là, dont, à mon avis, on va entendre de nouveau parler dans les prochains tomes. Je ne crois pas qu'il soit mort. Je peux me tromper, mais je crois pas. On a un qui est une sacrée gueule. Hein. J'aime beaucoup. Il s'appelle Gangadia, si je le dis bien, et c'est ce qu'ils appellent un troll mortel. C'est une espèce de troll gigantesque avec des tatouages un peu là le long de la mâchoire qui font vraiment penser à un petit côté maori, pour être tout à fait honnête. Et j'aime beaucoup, il y a deux opposés qui s'affrontent dans ce personnage. Tu t'en aperçois immédiatement. Il a une force absolument colossale, mais en même temps il est d'une très grande intelligence, symbolisée par les petites lunettes qu'il a. Et donc, tu sens que c'est ce personnage-là qui est peut-être le plus dangereux en dessous d'Adlar. Il y en a un, enfin, je pensais bien qu'on allait le revoir à un moment donné, mais je pensais pas si tôt, dont d'ailleurs le design a complètement changé. On a Balthos, un squelette tueur, et c'est celui qui a recueilli Yunkel qu'on voit dès le premier tome. Donc ça aussi, cette histoire de Yunkel, etc., ça fait partie des trucs qu'on va peut-être réussir à voir dans les aventures de Havan. Même si normalement c'est un truc en fait qui doit se passer après la mort du Seigneur des Ténèbres, une fois qu'il a battu Adlar. Mais en tout cas on voit Balthos avec le petit collier, avec la petite étoile, dont on sait qu'il l'avait fait à l'époque dans la quête de Dai. Donc ça c'est un truc aussi très très cool. Là où moi je m'y attendais pas du tout, c'est que le quatrième sous-boss, on va dire, de ces armées du mal, c'est un magicien, drop classique, pas de problème, ça me convient parfaitement bien. C'est un magimol, il s'appelle Brass, c'est le grand-père adoptif en fait de Dai, celui qui va récupérer Dai dans son berceau sur les eaux, un peu comme Moïse sur l'île des monstres d'Hermeline, c'est Brass. Et là, ce magicien-là, en fait, tu le vois. Et la première mission de ce magicien, c'est d'aller sur l'île des monstres d'Hermeline pour essayer en fait de choper de réunir des nouveaux monstres en fait pour l'armée en fait d'Adlar. Donc tu vois que c'est tout un tas d'easter eggs qui sont super intéressants, mais là il y a un petit truc chelou, tu vois quand même. Il y a un petit truc chelou. C'est-à-dire que là, Brass, il t'explique que c'est à cause du sang des ténèbres qui coule dans les veines d'Adlar, l'aura et tout, c'est pour ça qu'il est devenu méchant et tout, qu'il l'a rejoint. Voilà, mais c'est quand même bizarre de voir qu'à cette époque-là, ils se connaissaient déjà, mais que quand ils se sont revus en fait la première fois sur l'île de Dermlin, quand Adlar est venu en fait tuer Havan, là il l'a pas forcément reconnu, si tu veux. Il y a un petit truc un tout petit peu chelou, mais c'est pas grave, on passe, ça fait plaisir de voir Papy Brass qui retourne sur l'île de Dermlin, c'est cool quoi. Évidemment, d'entrée de jeu, tu te doutes en fait que l'équipe de Havan, elle va s'étoffer au fur et à mesure des tomes. Tu t'en doutes tout simplement parce que déjà, il n'y a pas Matorif. Matorif, en tout cas, dans la quête dans Fly, il s'appelait Matorif, dans la quête de Dai, je ne connais pas son nom, mais Matorif, qui était le magicien en fait de cette équipe-là, là pour l'instant, on ne le voit pas. En revanche, on revoit Layla et Loka, dont on sait en fait qu'ils vont tomber amoureux, qu'ils vont faire un enfant, et cet enfant, ce sera Fuam. C'est pareil, Fuam, moi je l'appelle comme ça parce que c'était son nom dans Fly, dans la quête de Dai. Je crois que c'est Mam. Je crois que c'est Mam. Je crois que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires. Je vais souvent me planter. Autre truc hyper intéressant, c'est que tu retrouves entre les mains de Layla l'espèce de sceptre dont elle se sert en fait pour péter la gueule au monstre, que tu vas en fait retrouver bien des années plus tard dans la quête de Dai entre les mains de Mam. Donc tu vois, là aussi, tu vois, on n'a pas oublié ce petit truc-là. Il y a certainement d'autres trucs en fait
qui se sont passés, que j'ai pas forcément vu en première lecture, mais en toute honnêteté, je vais le relire. Je vais le relire avant le tome 2, je vais peut-être même le relire une troisième fois, enfin voilà, ça se passe bien, je suis vraiment content de pouvoir suivre cette série, c'est vraiment vraiment cool. Et donc tu vois le dieu des arts martiaux. Le dieu des arts martiaux, je sais même plus si c'est réellement ce nom-là, mais c'est celui qui, c'est pareil, dans la quête de Dai, à un moment donné, va pouvoir donner en fait toute son instruction, qui va prendre en fait comme disciple Mam, et puis l'autre là, la petite souris là, pour faire de Mam en fait une experte en arts martiaux, une putain de déglingueuse, absolument géniale. Donc tu suis aussi en fait au fur et à mesure tous ces petits easter eggs, et puis voilà, tu te demandes aussi dans les prochains tomes, qu'est-ce qui va nous sortir. Alors je sais qu'il y a tout un tas de tomes qui peuvent être disponibles en scantrad, tout ça. Je vais pas aller dessus, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'attendre les sorties en VF, d'attendre les sorties dès le cours Tonkam, de retrouver un petit peu les sensations que j'ai pu connaître il y a plusieurs décennies maintenant, mais le petit côté attente, et puis comme ça j'en discuterai avec mon fils, etc. Enfin voilà, j'ai bien envie de m'aménager ce petit délire, plutôt que de tout lire en fait d'un coup d'une manière boulimique. Pour l'instant, je sais qu'il y a 10 tomes qui sont sortis au Japon, mais c'est série en cours. Donc déjà 10 tomes, c'est pas mal, il va quand même déjà se passer pas mal de trucs à l'intérieur. Pour moi, c'est un grand oui. C'est pas forcément le meilleur truc que j'ai lu de ma vie. Je vais pas vous vendre ça comme ça, ça n'aurait aucun sens. Je ne le penserais même pas, mais vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir retrouver cet univers. Un petit bémol, parce que... et je sais pas qui fout la merde, je crois bien que c'est Square Enix en fait qui fout la merde sur ça, le nom des sorts. Moi, ce que j'aimais dans la version j'ai lu, la toute première version, c'est que tu avais le nom des sorts en japonais. C'est-à-dire que tu n'avais pas bang, super bang, méga bang. C'est des noms de merde, d'accord? C'est des noms à coucher dehors, c'est des noms de punk à chien, c'est de la merde ces noms, ok? Mais c'est ceux que tu retrouves dans les jeux vidéo. Et donc, voilà, c'est ceux que tu dois retrouver dans les mangas pour qu'il y ait une cohérence et tout. C'est de la merde, ok? Quand il y avait Adlar qui faisait Yo, Yora, Yonazun, Jira, Bejirama, Bejiragon, ça avait trop de la gueule. Flamme, super flamme. Mais barrez-vous, putain, avec vos noms de merde, c'est nul à chier. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Et à chaque fois, je te jure, moi, c'est des petits crève-cœurs. C'est exactement le même principe que quand je vois dans les comics, les Fantastic Four, les FF qui sont appelés. C'est les QF. C'est les QF. Mais barrez-vous, putain. C'est les FF. C'est Jira, Bejirama, Mera, Merami, Merazoma. Ça a la classe, tu vois. Raiden, Gigaden, voilà, ça c'est des noms d'incantations qui font rêver. Plutôt que foudre, méga foudre. Bande de rigolos. Square Enix, je crois que c'est de votre faute. Attention Square, attention, ça peut tomber à n'importe quel moment. Dites-moi, c'est faux, hein, ça tombera pas. Dites-moi si vous êtes fan de Dragon Quest, de Dai, de Fly, si vous êtes vous aussi aller sur ce premier tome des aventures du héros Avan contre le seigneur Adlar, le seigneur des ténèbres. C'est un vrai kiff. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos dans la rubrique de G. Bisous, salut.